Allez, on va poursuivre cette analyse de l'immense saga Marvel et on va s'arrêter sur ce film. L'un des plus récents, qui s'appelle Thunderbolts. Ou, comme il nous l'est dévoilé à la fin du film, The New Avenger. Oh là 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 là. Ça aurait pu, ce film, être une immense, immense masterclass. Parce qu'il y avait un potentiel stratosphérique. Parce que c'était le premier Marvel qui allait être normalement très sombre. Et ben, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Contrairement aux apparences, il faut les pacifier. La bande-annonce était très trompeuse. Alors, les Thunderblots. On va commencer par le côté visuel de ce film et après on s'attardera sur la partie scénaristique. C'est un film qui visuellement est assez banal en matière d'effets spéciaux, il cherche pas du tout à impressionner le spectateur. On est dans des décors urbains qu'on a l'habitude de voir chez Marvel, à savoir Manhattan et New York, des endroits qu'on connaît bien dans l'univers cinématographique de Marvel. Il n'y a pas énormément d'effets spéciaux et le peu qu'il y en a, c'est souvent des explosifs pour les explosions, c'est pas mal de doublage pour les cascades, et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'effets spéciaux grandioses. Ou alors de temps en temps, tu as cet effet spécial. Voilà. Alors pour l'anecdote, un effet spécial comme celui-ci, c'est-à-dire une personne qui va voler, littéralement, eh bien c'est fait par des câblages et on filme ça devant un fond vert ou un fond bleu. Voilà, rien de très compliqué en matière d'effets spéciaux, rien de très compliqué en matière de réalisation. C'est assez banal, mais c'est plutôt bien fait. Du moins pour un blockbuster Marvel. Un truc assez intéressant, c'est la sobriété du décor visuel, qui est en parfaite adéquation avec les personnages. Les personnages qui sont donc composés de Bucky le soldat de l'hiver, qui devient un bon diplomate, mais qui sait encore bien se battre, évidemment. Le changement de personnalité de ce personnage, il nous avait un petit peu été introduit dans cette série, Faucon et le soldat de l'hiver, où là, dans ce film, tu comprends rapidement que c'est le cas, mais c'est un peu trop rapide, justement. Dans le Faucon et Soldat de l'hiver, la série, ça nous avait été amené de manière plus lente, plus construite. Ça méritait un développement supplémentaire que je pensais qu'il allait avoir dans ce film, et absolument pas. C'est balancé direct qu'il est avocat, très grand diplomate, et qu'il a une énorme réflexion sur la manière dont entrevoir un discours, tel qu'il soit. On a également la sœur de Black Widow, jouée par Florence Pugh, qui là, en matière de personnalité, a aussi un changement qui est très radical, mais qui là nous avait été amené dans aucun film précédent où on la voit intervenir, que ce soit dans la série Hawkeye ou dans le film Black Widow. Donc là, le revers de manche est assez spectaculaire, mais qui manque cruellement de construction narrative. On a le père de Black Widow et de sa sœur Red Captain, là. C'est le Captain America russe du truc. Alors lui, il n'a pas changé du tout dans sa manière d'agir. Donc ça, pour le coup, très fidèle au personnage. On a le fameux faux Captain America qu'il y avait eu dans la série Faucon et Soldat de l'hiver, qui normalement devait être promu dans cette série nouveau Captain America, mais qui a vite été rétrogradé de par son attitude. Pour ça, je vous invite à regarder la série, ce sera beaucoup plus explicite. Qui ici va avoir un rôle assez anecdotique, qui va pas servir à grand chose, à part bien lui rappeler que c'est un loser et qu'il n'a pas réussi grand chose dans sa vie. Voilà. On a également un personnage qu'on n'avait pas vu depuis Ant-Man 2, d'accord, le fantôme, qui apparemment a résolu ses problèmes de fantôme, c'est le cas de le dire. Là aussi, tu sais pas comment, ça t'est pas expliqué, on te la balance juste dans le scénario et elle sert pas à grand chose non plus. Et on a ce personnage qui reste à peu près 5 minutes à l'écran,
J'ai même pas retenu son nom, tellement c'est rapide. Et il sert à rien. Voilà. Aïe 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 aïe. Que de malheur et quel manque de travail scénaristique. Putain, la bande-annonce, elle te vendait un truc où c'était des personnages anti-héros, comme on a l'habitude de les voir, qui allaient devenir des héros, mais avec leur simple pouvoir, c'est-à-dire le fait d'être humain, simplement, de savoir se battre, certes, mais qui n'ont pas de super pouvoir à proprement parler. À part Bucky, à la limite, parce qu'il a eu un sérum de super soldat et qu'il a un bras métallique, mais c'est tout, quoi. Ou Red Guardian, le père de Black Widow. Mais c'est tout, quoi. C'est pas des gens qui ont des pouvoirs hors normes et qui ont fait des trucs hors normes dans les Marvel avant, quoi. C'est un peu anecdotique. Là, c'est vraiment compliqué d'entrevoir un scénario dont il va y avoir une construction narrative absolument hors norme. Bah, y a rien du tout. Ah là là. Donc, le scénario, il est à 99% prévisible. Et le dernier quart qui reste, c'est le fait qu'il est très limité. Hein. L'intrigue ici, elle repose sur une mission à haut risque imposée par cette dame, Valentina Allegra, de Fontaine. Et attention, c'est bien De Fontaine, elle assiste bien là-dessus dans ce film, pendant un quart d'heure, et ça sert à rien au niveau scénaristique, mais en tout cas, il faut que vous sachiez que c'est bien De Fontaine, hein, où elle a pour but de réunir la bande des Thunderbolts, Yelena, Bucky, le Red Guardian, le fantôme et John Walker, le fameux ancien Captain America pseudo, et Taskmaster là. Alors la dynamique du groupe, en soi, elle offre quelques échanges de temps en temps qui sont assez sympathiques sur le côté moral de la chose. Mais est-ce que ça apporte quelque chose au scénario, à l'histoire en elle-même? Bah pas tant que ça, voire pas du tout. Il y a tellement peu de rebondissements parce qu'on les devine tellement rapidement au niveau des enjeux et des résolutions, parce que c'est un schéma de scénarisation ultra classique pour les anti-héros. Et au niveau de l'évolution limitée de ce film, le seul vrai changement notable, c'est ce que j'ai dit au début, c'est le changement de personnalité de deux personnages. Bucky et Yelena. C'est tout. Et c'est des changements de personnalité qui te sont pas expliqués, qui sont balancés dès le début et qui manquent cruellement de construction narrative. Chapeau Disney, chapeau Disney, chapeau, chapeau. Je tire ma révérence. Vous continuez à faire de la merde en boîte, bravo. Alors tu vois, c'est un film qu'on va pouvoir comparer à celui-ci, Captain America Brave New World. C'est deux films qui au niveau du scénario, n'apportent pas grand-chose, voire n'apportent rien, au niveau de la continuité de l'univers Marvel. Ils sont juste là pour faire office de transition sur les nouveaux personnages, les nouveaux héros que nous allons avoir dans les prochains Avengers, à savoir Avengers Doomsday et Secret Wars. C'est tout. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. À part ça, ça ne sert à rien. En fait, on sent que ce film, les Thunderbolts, et je pourrais dire la même chose quasiment pour Captain America Brave New World, on recycle des idées de déjà vu, de déjà vu, de déjà vu. Et le fait de recycler des trucs déjà vus et déjà vus, qu'on essaie d'imbriquer, et ben ça fonctionne pas. Et je pourrais faire exactement la même critique avec Dune, mais pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo. Ce sera plus explicite. Alors, il y a une comparaison dans ce film en matière de recyclage qui est assez évidente, c'est avec Suicide Squad. Hein, avec le grain de folie de James Gunn, tu vois. Exemple avec le personnage du fantôme, introduite dans Ant-Man et la Guêpe, donc, qui reste ici complètement sous-exploité, qui ne sert que de sous-figurante, et c'est c'est un manque crucial de prise de risque. Il y avait quelque chose à faire avec ce personnage, et ben ils s'en sont pas servis. C'est con, hein. Allez, je vous mets le résumé de ce film. Je vous laisse mettre sur pause pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et on enchaîne. Donc voilà, c'est la seule critique que je peux apporter en fait à ce film. Ça sert à rien, à part amener les nouveaux héros.
Et arrêtons-nous 2 secondes sur le méchant de l'histoire. Bob. Oh putain, on en est là quoi. Le nom du méchant. Bob. J'ai un message pour Disney. Voilà. Donc ce personnage, on va s'y arrêter 30 secondes, c'est un jeune homme désorienté qui a subi... Alors ça t'est déballé pendant le film. C'est même pas on fait une construction narrative sur le personnage, tu as une petite introspection pour savoir d'où il vient et qui il est vraiment. Non, on te balance dans le film au bout de quasiment la moitié, pour pas dire les 3/4. C'est un jeune homme désorienté qui a un trouble de la personnalité et qui a subi une expérience scientifique orchestrée par Valentina Allegra de Fontaine pour le rendre plus fort que n'importe quel Avenger. D'accord. Et donc, c'est quoi le but de cette expérience? De le rendre plus fort qu'un Avenger. Donc tu dis, on va avoir une démonstration de ça. La démonstration en question, c'est une bataille qui ne sert à rien, où d'une main, il pousse tout le monde par terre, il les fracasse, il vole comme Superman, il a la force comme un Jedi dans Star Wars où il peut déplacer des objets, et quand son double de la personnalité prend le dessus, il balance un flux noir sur toute la ville de Manhattan, sur la population et sur les héros, et il les fait revivre leur pire cauchemar. Et le seul moyen de le battre, c'est d'aller chercher son côté gentil. Eh bah putain, vous avez été chercher loin. Ce trouble de personnalité, ça vous rappelle rien? Où il y a un problème aussi, où il vous fait revivre vos pires souvenirs, où il vous manipule mentalement? X-Men, par exemple? Tu vois, avec ce personnage qui manipule le professeur Xavier? Non, non, elle est où l'inspiration? Deuxième message pour Disney. Voilà, donc scénaristiquement parlant, ça n'apporte rien du tout, ça t'apporte juste le fait que ça va être les prochains héros qui vont faire partie de la bande des Avengers. Gros respect. Alors on va faire un petit bilan quand même, on va s'arrêter sur ces gens-là. Disney. Ils ont repris des grandes franchises. Ils ont repris Star Wars, ils ont repris Harry Potter et les Animaux Fantastiques, ils ont repris Avatar, et ils ont repris Marvel. Faisons un petit bilan de leur arrivée dans chacune de ces franchises. Commençons par, pour moi, la plus grande saga de tous les temps, Star Wars. Lorsqu'ils l'ont repris, ils ont sorti tous ces films et séries. Parmi lesquels il y a des choses extraordinaires et parmi lesquels il y a énormément de choses à chier et quelques trucs banaux qui ne servent pas à grand chose. Chose exceptionnelle, nous avons Star Wars 7, le réveil de la force. Nous avons Andor, la série. Nous avons Toll of the Jedi, Toll of Empire. Nous avons Star Wars Rebelle. Nous avons... ah bah non, ça s'arrête là. Pardon. Bon, c'est déjà... Il y en a un certain nombre. Pour tous ceux que je vais citer, je vous invite à aller voir ma grande vidéo sur la saga Star Wars, où je retrace tout de A à Z dans l'ordre chronologique qu'il faut les regarder et non pas de sortie. Après, au niveau des merdes, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Disney? Beaucoup de choses. Star Wars 8, le réveil, les derniers Jedi. La série Skeleton Crew, que je ne vous invite absolument pas à regarder. La série Le livre de Boba Fett. La saison 3 du Mandalorian. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait d'autre encore comme belle merde? Ils nous ont fait... putain, comment ça s'appelle? Ah! Comment ça s'appelle? Ça m'énerve. Oh, je sais plus, tiens, ça m'énerve. Bah c'est tout en fait. Hein. Non, qu'est-ce qu'ils nous ont fait d'autre, bon sang? Ils nous ont fait si, The Resistance. Ils nous ont fait, par-dessus tout, The Acolyte. Ça, c'était vraiment la pire série de l'histoire de Star Wars. Avec Skeleton Crew. Et après, en trucs banaux qui marchent correctement, mais qui sont pas fantastiques, tu as la série Kenobi, tu as la série Ahsoka, et ça s'arrête là. Donc voilà, petit bilan sur la saga Star Wars. Ensuite, sur la saga Avatar qui a débuté maintenant,
puisque James Cameron n'a plus d'inspiration et plus assez d'argent pour produire ses films. On a eu Avatar 2, La Voix de l'eau, sur lequel je vais vous envoyer sur une vidéo critique qui va bientôt sortir, qui est à chier en matière de nostalgie, et qui est un copier-coller du premier, en recyclant parfaitement l'ancienne génération dans la nouvelle, copier-coller parfait, et on change juste le décor. Voilà. Et après, chez Marvel, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme merde? Non, on va commencer par les grands points quand même. Ils nous ont fait la série Moon Knight, ils nous ont fait la série Loki, ils nous ont fait Avenger Infinity War, Avenger Endgame, Doctor Strange 2, Ant-Man Quantumania, et ça s'arrête là. Après, en merde, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Alors là, on a le paquet. On a Black Panther 2, on a WandaVision, on a les Thunderbolts, on a Secret Invasion, on a Miss Marvel, on a The Marvels, on a... je l'ai déjà dit, la série WandaVision, je l'ai déjà dit. On a tous ces autres films-là, et séries, qui s'affichent. Ça en fait un bon nombre, hein. Voilà. Comment Disney exploite les différentes franchises? Ils font quelques trucs extraordinaires, ils font plein de petits trucs de merde, et ils font quelques trucs qui passent. Ça fait partie des trucs qui passent, mais qui servent à rien. Ça aussi. Dans les derniers trucs sortis, tu vois. Donc merci Disney, voilà. Voilà, merci, merci, merci. Allez bien vous faire enculer Disney, d'accord? Donc qu'est-ce que ça annonce pour l'avenir de Marvel à part la nouvelle génération? Rien. Rien du tout. Bon. Je vous propose de passer à la suite pour les films Marvel et les séries qui vont sortir, enfin, qui sont sortis. C'est parti. Ou qui vont sortir plutôt.